Merci Monsieur le Président, et je tiens à remercier aussi le Président d'honneur, Mostafa Mokhtari, qui est un fidèle secrétaire général de la PLF, avec lequel j'ai toujours du plaisir à travailler, et encore plus depuis qu'il est président. Donc, merci Hassan de m'avoir invité, parce que c'est pas très urgence, mais effectivement, ça vous pose des problèmes diagnostiques. Donc, on va essayer de voir ensemble en 20 minutes comment faire le diagnostic et comment traiter avec les dernières données de la littérature. Alors, juste déjà, un premier rappel, hein, vous savez tous, il y a 3 types d'allergies. Les allergies IgE médiées, les allergies non IgE médiées et les allergies qui sont à la fois IgE médiées et cellulaires, parmi lesquelles, et c'est à ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, les infiltrations éosinophiliques du tube digestif. Alors, on va voir essentiellement les œsophagites éosinophiles, et je vous dirai un petit mot sur les infiltrations éosinophiliques du reste du tube digestif, mais très rapidement. Alors, les prévalences, c'est très difficile à les définir. Juste pour, je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais il y a 20 ans en France, il n'y avait pas d'œsophagite éosinophile. Alors qu'au Canada, aux États-Unis, ils en avaient une par semaine. Et pour une raison qu'on ne sait pas vraiment, depuis quelque temps, on a plusieurs cas par mois. Pas un par semaine, mais presque. C'est un phénomène qu'on n'arrive pas à expliquer et on ne peut pas passer à côté. Donc, on ne sait pas expliquer ce phénomène. Donc, les prévalences que je vous ai mises là et qui sont de données extrêmement récentes sont des prévalences plutôt américaines, mais c'est sûrement difficile à extrapoler dans tous les pays. Alors, la physiopathologie de l'œsophagite éosinophile est assez mal connue. Tout ce qu'on sait, je ne sais pas si on voit très bien, c'est que certains aliments, et là encore, ce n'est peut-être pas les mêmes partout, certains aliments, sur des terrains génétiques prédisposés, déclenchent une réaction, je ne sais pas si vous voyez très bien ici, une réaction avec des sécrétions d'interleukines qui vont stimuler les lymphocytes T, et ces lymphocytes T vont, eux, à leur tour, sécréter des interleukines, notamment l'interleukine 4, on va y revenir, sécréter des interleukines dans tous les sens, qui vont permettre un recrutement de polynucléaires, notamment de polynucléaires éosinophiles, qui vont infiltrer l'œsophage. Je ne vous en dis pas plus parce que, vous voyez, ça a coupé les années, mais c'est un JAMA extrêmement récent et on n'a pas encore la physiopathologie exacte. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut sûrement un terrain génétique prédisposé. Alors, quand est-ce qu'on va évoquer une œsophagite éosinophile? Donc, c'est une maladie allergique. Donc, le premier point qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un terrain allergique, soit personnel, soit familial. Et autant chez le grand, ça va être relativement facile. C'est plus fréquent chez l'enfant et l'adolescent. C'est la dysphagie au solide ou des blocages alimentaires. Donc, ça, chez nous, c'est vraiment le premier diagnostic qu'on retrouve. Autant chez le plus jeune enfant et notamment chez le nourrisson, c'est extrêmement compliqué à diagnostiquer parce que vous voyez que les symptômes qui peuvent évoquer une œsophagite éosinophile sont des symptômes extrêmement peu spécifiques, difficultés alimentaires, ralentissement de croissance, RGO persistant, nausées, vomissements. Alors, quand on a tendance à faire beaucoup de fibroscopie et de biopsie chez des enfants, quand on ne comprend pas très bien la symptomatologie, on trouve beaucoup d'infiltrations éosinophiliques. Peut-être trop, parce qu'on sait qu'un simple reflux gastro-œsophagien, banal, peut donner des infiltrations éosinophiliques du tube digestif. Donc, l'évolution n'est pas vraiment la même. En réalité, ce qu'on voit beaucoup, et quand je vous ai dit on en voit un par semaine, c'est presque essentiellement des adolescents et des grands-enfants. Alors, le diagnostic, il est très simple. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, même quand on n'en trouvait pas, on ne pouvait pas passer à côté. À partir du moment où on faisait des biopsies, soit on ne faisait pas vraiment toutes les biopsies qu'il faut. Normalement, il faudrait faire des biopsies, 4 biopsies, 2 à 4 biopsies à 3 niveaux de l'œsophage. Et c'est vrai que les œsophagites éosinophiles, on les trouve plutôt à l'œsophage moyen, voire à l'œsophage supérieur, alors que les reflux gastro-œsophagiens et les œsophagites peptiques, on les trouve plutôt dans l'œsophage inférieur. Mais on ne pouvait pas passer à côté parce que non seulement il y a un diagnostic histologique, mais aussi il y a un diagnostic clinique. Pardon, endoscopique. Vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien, on peut voir soit des sillons linéaires qui sont ici, soit des dépôts des abcès, qui sont des abcès à polynucléaires, hein, notamment éosinophiles. Ce qui est le plus caractéristique, et quand on voit ça,
c'est l'aspect trachéal, l'aspect trachéalisé de l'œsophage, qui correspond, je vais revenir juste un peu en arrière, mais vous voyez, il y a une sécrétion, une déposition de collagène, et le collagène va rigidifier et donner cet aspect trachéal ici. Et ça peut aller, cet aspect trachéal, jusqu'à la sténose, qui va être une des complications qu'on va voir tout à l'heure. Donc, dès l'endoscopie, on fait déjà le diagnostic, et il est confirmé par l'histologie. Par l'histologie, ici, c'est un œsophage normal. Et ici, vous voyez, c'est un article récent, là, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas les dates, c'est 2021, où les flèches blanches, ce sont les éosinophiles. Vous voyez, on ne peut pas, même un apathe peut diagnostiquer les éosinophiles, puisque ça a une couleur rose, rouge, vous voyez. Donc, un anapathe ne peut pas passer à côté d'une infiltration éosinophilique. Après, on peut avoir soit dans la flèche noire ici, vous voyez, un micro-abcès à éosinophile, soit dans la flèche jaune, un allongement des papilles, vous voyez, ici. Dans les flèches rouges, ici, on a un édème qui écarte les noyaux, et la ligne bleue qui est ici correspond à une hyperplasie des cellules basales. Vous voyez que c'est vraiment pathologique et on peut ne pas passer à côté. Donc ça, j'allais dire, ce n'est pas vous, pédiatre, qui faites le diagnostic, c'est l'anapathe. Après, ça va revenir vers vous et je vous ai dit que c'était une maladie allergologique avec un déclenchement qui est un déclenchement par les allergènes alimentaires. Le problème, c'est que, vous avez vu que c'était à la fois IgE-médié et non IgE-médié, les explorations allergologiques, on va en reparler avec le traitement, elles sont finalement pas très contributives. On en fait de moins en moins parce que parfois on trouve des allergènes qui ne correspondent pas à l'allergène qui a déclenché et inversement. Les prick tests sont le plus souvent négatifs, ça n'a plus d'intérêt, on n'en fait pas. Les IgE spécifiques peuvent être utiles, ils peuvent orienter, mais vous allez voir qu'on va vite passer au traitement médicamenteux plutôt. Et une grande discussion sur les patch tests qui pourraient éventuellement avoir un petit intérêt. Comme je vous l'ai dit, on en fait parfois. Le mieux, ça peut être aussi orienté par la clinique, mais là encore, c'est très difficile. Ce n'est pas une réaction immédiate. Donc, il faudrait vraiment trouver un aliment spécifique que l'enfant consomme rarement et qui déclenche des crises. En pratique, on ne le voit jamais. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez que le diagnostic est assez facile. Comment on traite une œsophagite à éosinophile? Comme c'est une allergie alimentaire, bonjour Marc, comme c'est une allergie alimentaire, la plus logique serait bien évidemment d'enlever l'allergène. Notamment quand on a réussi à l'identifier, très rarement par la clinique, parfois par les explorations allergologiques. Comme je vous l'ai dit, on le fait de moins en moins. Et il y a une technique qui a été validée en 2018 et reprise dans d'autres travaux, c'est l'exclusion des différents aliments. Alors là encore, comme je vous l'ai dit, il n'y a peut-être pas les mêmes allergènes dans tous les pays. Donc ça, c'est américain. Est-ce que ça correspond à la même chose? En réalité, on le fait de moins en moins parce que c'est particulièrement compliqué. Vous voyez, quand on en retire le lait et le blé, qui sont quand même des allergènes qu'on retrouve dans tous les pays, on a moins de 50% d'efficacité. Quand on exclut les deux aliments supplémentaires, œufs et légumineuses, 60%. Et si on ajoute les fruits à coque et les produits de la mer, on passe à 79% d'efficacité. Vous allez voir que ce n'est pas pareil chez l'adulte et chez l'enfant. Le problème, c'est si on suit vraiment le protocole. Alors on peut le faire soit dans un sens, c'est-à-dire exclure 2 aliments, puis 4, puis 6, soit dans l'autre sens. Commencer par 6 et les retirer. Et entre chaque, on fait ça. Pour voir si la guérison est apparue, la clinique ne suffit pas. C'est-à-dire un enfant qui n'a plus de blocage, ça ne suffit pas. Et il faut normalement faire une endoscopie et des biopsies. Je vous avoue franchement que nous, on ne fait jamais ça. Vous vous rendez compte comme c'est agressif? C'est-à-dire qu'on peut faire soit en descendant, soit en montant. Par exemple, on commence par les 6 aliments. Si l'enfant, qu'il aille mieux ou pas, parce qu'il n'y a pas de corrélation parfaite clinique, on va faire... Ah voilà, c'est mieux. On va faire des biopsies, ensuite on va exclure 2 aliments, puis on va refaire des biopsies. Enfin, c'est pas imaginable. Il n'y a que les Américains qui arrivent à faire ça. Donc, sincèrement, c'est quelque chose qu'on ne fait de moins en moins. Et ce qui est très étrange encore, et on ne peut pas l'expliquer, c'est une maladie qui est plus fréquente chez l'adulte que chez l'enfant, hein, vous avez vu. C'est que l'efficacité... Alors ça, pardon, j'ai oublié un élément sur l'autre.
À l'extrême, on peut faire un régime élémentaire, c'est-à-dire qu'on donne des acides aminés à l'enfant qui ne mange plus que ça, donc c'est épouvantable. Rarement, il peut les prendre par la bouche en totalité, le plus souvent, il a besoin d'une sonde. On a une efficacité qui est quasi totale, mais avec un confort qui devient absolument horrible et quasiment impossible à suivre au long terme. D'autant plus que ça récidive le plus souvent quand on revient à un régime normal. Donc vous voyez que les efficacités sont pas exactement pareilles entre les adultes et les enfants. Ça, c'est avec les 6 aliments exclus, les 4 et les 2 aliments exclus. Et on a des efficacités qui sont assez variables, avec notamment, on peut retirer aussi, dans cette étude, ils pouvaient retirer aussi uniquement le blé ou uniquement les protéines du lait de vache. Avec là encore, vous voyez, chez l'adulte, 100% d'efficacité, c'est très étonnant, alors que chez l'enfant, on n'a que 66% d'efficacité. Bref, on l'a fait, tout le monde essaie de le faire. Nous, j'avoue que je le fais quasiment plus. Parce que d'abord, quand on leur propose aux enfants entre ça et les traitements médicamenteux, ils ont très vite choisi. Ils préfèrent les traitements médicamenteux. D'où l'intérêt des traitements médicamenteux. Et maintenant, tous les patients que je vois, je leur fais d'emblée les traitements médicamenteux. Alors, on peut utiliser les IPP, on va voir que ça peut avoir un petit intérêt et pas uniquement par l'arrêt de l'acidité, la sécrétion acide gastrique, avec les doses que je vous ai données là, 10 mg x 2 avant 20 kg, 20 mg x 2 après pendant 8 semaines. On peut tenter ça parce que c'est le traitement le plus simple. J'ai quelques patients qui ont des véritables œsophagites et éosinophiles et dont le traitement par IPP suffit. C'est-à-dire qu'il prend un traitement par IPP, pendant 8 semaines, parfois il arrête parce qu'il en a assez, la récidive est quasi constante, et il continue. Donc certaines œsophagites authentiques à éosinophiles peuvent guérir avec un traitement par IPP au long cours. Mais ce qui est le plus efficace, c'est les corticoïdes locaux. Donc on utilise soit des préparations qu'on fait faire par la pharmacie, soit de la fluticasone ou la budesonide inhalée, que vous utilisez dans l'asthme, mais que l'enfant ne va pas inhaler mais déglutir. Avec les doses que je vous ai écrites ici, l'enfant va déglutir ça, attendre une demi-heure avant de boire et de manger pour que ça tapisse bien l'ésophage. La durée du traitement est la même et le risque de récidive est le même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va arrêter ce traitement, il a de très grandes chances de récidiver. Et les dernières recommandations, on va voir, c'est quasiment de faire des traitements en continu, avec des arrêts réguliers pour espérer que ça puisse guérir. Alors bien évidemment, cette corticothérapie chronique peut donner des infections mycosiques au niveau de la bouche ou de l'œsophage, bien qu'elle soit assez rare. Alors l'évolution, c'est une maladie qu'on ne rencontrait pas, on ne sait pas pourquoi elle est plus fréquente, et en plus, on ne connaît pas vraiment son évolution qui est assez imprévisible. Ce qui est le plus fréquent, c'est la récidive quasi systématique à l'arrêt du traitement. Si bien que dans les toutes dernières recommandations, pas celle-là mais d'autres, dans les toutes dernières recommandations, notamment chez l'adulte, où c'est encore une fois plus fréquent, c'est un traitement continu qui est préconisé donc par les corticoïdes locaux. Et on ne sait pas non plus pourquoi, et j'en ai eu quelques-uns, il y en a qui guérissent sans récidiver. Et là encore, on ne sait pas pourquoi, comme peut-être les allergies. Le problème, c'est que plus la maladie dure, plus le risque de complications est plus grand, et notamment le risque de sténose œsophagienne, qui est donc l'extrême des anneaux trachéaux que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça peut nécessiter des dilatations, et des dilatations à répétition. On en a régulièrement dans le service qui viennent se faire dilater leur sténose œsophagienne. Et dans de très rares cas, on n'en a pas eu. Dans de très rares cas, il peut y avoir certains corps étrangers qui peuvent se bloquer et provoquer une perforation de l'œsophage. Quand on parle de l'adulte, les adultes sont très très embêtés par justement ces sténoses et ces perforations. La notion de cancer qui revient toujours en avant n'est pas encore totalement résolue. Alors, pour terminer, quels sont les nouveaux traitements qu'on peut essayer? Donc, ce tableau illisible montre tous les traitements qui ont été essayés. Alors, pourquoi il est illisible? Parce que rien n'est significatif. Aucun de ces traitements, vous voyez là, le petit p n'est pas significatif, excepté ce médicament qui est le dupilumab. Il va être plus précis de l'autre côté. Le dupilumab qui se vend en France sous forme de Dupixent.
Et c'est un anticorps, c'est donné notamment dans les eczémas extrêmement sévères, des anticorps monoclonaux recombinant humain IgG4 qui va bloquer, vous voyez, la signalisation IL4. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça va bloquer la signalisation IL4. Et comme c'est la signalisation IL4 qui est à l'origine des modifications histologiques, que ce soit des modifications histologiques plus banales ou plus spécifiques avec la multiplication des éosinophiles, on a un effet, je reviens parce qu'on ne voit pas très bien sur la diapo précédente, on a un effet qui est significatif par rapport au placebo. Alors que là, croyez-moi sur parole, parce qu'on ne doit pas voir grand-chose, aucun autre traitement n'a été efficace. Juste un petit mot sur les IPP, je vous en parlais tout à l'heure. Vous voyez que les IPP ici ont un effet direct qui n'agit pas par le simple fait de la diminution de la sécrétion acide. Donc, en bref, c'est surtout les corticoïdes locaux. Alors, 2 mots, avant de terminer, je vais être largement dans les temps, 2 mots sur quelque chose qui est encore plus rare, ou du moins qu'on a plus de mal à diagnostiquer, c'est que tout le tube digestif peut être infiltré par des éosinophiles de l'estomac au rectum, avec, comme vous le voyez, une symptomatologie qui est encore moins spécifique. Nausées, vomissements, épigastralgie, etc., etc. Donc, on peut l'évoquer quasiment devant toute symptomatologie digestive, sur un terrain atopique, parfois associé à une augmentation des éosinophiles sanguins et des IgE total, mais sans aucun signe spécifique. Dans l'œsophage, la présence d'éosinophiles est toujours pathologique. Il n'y a pas d'éosinophiles dans la muqueuse œsophagienne à l'état physiologique, ce qui n'est pas le cas du reste de la muqueuse digestive. Donc, avoir des éosinophiles dans le reste de la muqueuse, du tube digestif, ça n'est pas toujours pathologique. Donc, on a très peu de moyens. D'abord, l'aspect endoscopique montre des choses, mais qui n'ont rien de spécifique, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'œsophage. Et il n'y a pas de consensus absolu sur le nombre d'éosinophiles. Encore une fois, on peut avoir physiologiquement des éosinophiles dans le tube digestif, notamment dans le côlon. On peut avoir des éosinophiles. En réalité, les quelques cas qu'on a eus, qui ont réagi, notamment au traitement, avec des régimes d'exclusion. Alors là encore, c'est encore plus flou que le reste. Mais j'ai eu notamment un enfant qui a eu des signes qui pouvaient évoquer une colite. Je lui ai retiré les protéines du lait de vache. Il a immédiatement guéri. Et ceci pendant plusieurs mois. Puis il a récidivé sans qu'il y ait une réintroduction des protéines du lait de vache. Je lui ai retiré le blé. Vous voyez, c'était le deuxième élément. Il a immédiatement guéri. Mais aucune symptomatologie, alors qu'il avait une symptomatologie très bruyante. Puis, il a récidivé, et ça s'est terminé en rectocolite hémorragique. Tout ça pour vous dire que ces infiltrations éosinophiliques pourraient être considérées comme des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin au stade initial. Et c'est pour ça qu'on retrouve des traitements qui sont très proches, sinon identiques, au traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, avec la spécificité qu'au début, il n'y a pas une symptomatologie, comme vous l'avez vu, aussi bruyante que dans les maladies inflammatoires du tube digestif, dont, pareil, l'incidence augmente considérablement. Donc, pour rester dans les temps, juste pour résumer les messages clés, donc les œsophagites à éosinophiles sont des diagnostics très difficiles et peut-être abusifs chez le jeune enfant, alors qu'elles sont très faciles chez l'enfant plus âgé, devant des blocages alimentaires notamment. Le diagnostic est confirmé très simplement. L'endoscopie et l'histologique le confirment sans aucun problème. Le traitement diététique, c'est pour les plus courageux. Les traitements médicamenteux, c'est ce qu'on donne le plus souvent, avec la nécessité souvent d'un traitement continu et une évolution totalement imprévisible, mais qui est beaucoup plus dans les récidives que dans la guérison spontanée. Je vous remercie. À peine arrivé, déjà au boulot. Oui, c'est comme celui qui m'a accueilli à l'aéroport. Il m'a dit donc, vous allez dans une ville pour la première fois que vous ne connaissez pas, dans un endroit que vous ne connaissez pas, et vous m'avez l'air bien serein, m'a-t-il dit.
Je lui dis oui, mais on m'attend parce que je vais à un congrès. Il me dit, il y a des congrès. Parce que j'étais entouré de surfeurs en fait. Et il a compris, vu ma corpulence, que je ne faisais pas partie de cette catégorie. Non, ils sont blonds les surfeurs, c'est pour ça, c'est pas ta Je pense que c'était pas un problème de capillarité. Merci Patrick pour cet excellent exposé. Et donc, c'était plus fort que moi. Il fallait que je monte pour te féliciter et pour inviter la salle à te poser quelques questions. Robert. Comment ça s'administre les corticoïdes locaux dans l'œsophage? Soit on peut, de manière très simple, on peut leur demander de prendre les inhalations, là, les nébulisateurs, de mettre dans la bouche sans inhaler, et ensuite avec la salive ça va descendre. Soit nous on fait des préparations avec du gel et des choses comme ça. On a une préparation toute prête qu'on envoie à la pharmacie, et donc ils déglutissent ça, ils ne mangent pas pendant une demi-heure et ça tapisse l'œsophage. Pour compléter, parce que effectivement, il y a un produit qui s'appelle Jorvezal qui est commercialisé par Dr Falk, qui a l'AMM chez l'adulte et qui va avoir l'AMM dans 1 an et demi. Donc, comme l'a dit Patrick, il y a un travail parce qu'actuellement, pour les pharmaciens, c'est très très difficile. Patrick, le traitement... Oui, monsieur le Président. Merci, monsieur le secrétaire général. Quand tu traites l'œsophagite eosinophile, est-ce que tu préviens l'évolution vers la Mickey ou ça n'a rien à voir? L'évolution vers la Mickey? Oui. Parce que tout à l'heure, tu as dit... Ah non, pas les œsophagites. Hein. Je parlais des infiltrations éosinophiliques du côlon. Ah, je n'ai rien compris. Non, les œsophagites éosinophiles, ça évolue pas vers les Mickey. C'est les infiltrations éosinophiliques du côlon qui peuvent évoluer vers les Mickey. Donc, heureusement que Marc est là pour me... Tu as parlé tout à l'heure de cancer et ta phrase était très vague. Oui, parce que certains disent que ça pourrait favoriser le cancer, mais ça n'a jamais été démontré à ma connaissance. Marc, tu es d'accord? Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'avec la pathologie d'infiltration éosinophile, en tout cas, on est toujours au stade de diagnostic. On a un problème de diagnostic. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, c'est des symptômes qui sont certainement digestifs, mais polymorphes. Il n'y a pas de spécificité. Et déjà, le problème devient encore plus difficile avec... c'est-à-dire même quand on fait la fibroscopie, mais on a la napate qui ne suit pas. Donc, mais est-ce que vous trouvez des signes endoscopiques? Oui. Parfois, on trouve une œsophagite. Quand on a une symptomatologie pour des douleurs récurrentes, on cherche l'infiltration plus basse. On peut trouver des duodénites, de l'antre qui est atteint aussi, du fundus. Mais quand il compte, soit que la biopsie est mal faite, soit pas mal faite, c'est-à-dire le superficiel, soit on n'a pas assez de biopsies. Vous savez, il faut faire plusieurs biopsies. Même si on dit qu'il faut faire 6 sites, ça leur paraît énorme. Même, donc on est obligé c'est-à-dire ça devient vraiment très difficile avec le diagnostic d'infiltration éosinophile. Vraiment. Et quand on a un diagnostic... Vous parlez de l'œsophage ou du reste du tube digestif? Je parle que ce soit c'est-à-dire que ce soit l'œsophagite éosinophile au plus bas. En tout cas, c'est le plus fréquent, c'est l'infiltration œsophagienne, c'est-à-dire la pathologie œsophagienne. Donc on commence par les régimes d'exclusion, qui est très difficile, parce que déjà l'enfant, elle est dans l'anorexie, elle est dans le dégoût, on se retrouve avec un amaigrissement que les parents ne tolèrent pas. Voilà, ce sont les difficultés de pratique quand on a des symptômes orientant vers une... Alors comme vous, moi je ne suis pas anapathe, mais quand on parle avec les anatomopathologistes, ils nous disent que c'est très facile de trouver des éosinophiles dans la muqueuse œsophagienne. D'ailleurs, vous les avez vus comme moi. Par contre, et il n'y en a pas physiologiquement dans l'œsophage. Oui, par contre, dans le reste du tube digestif, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus rare. Hein. Donc, si on reste sur l'œsophage, j'aurais peut-être pas dû parler du reste, j'en ai parlé très rapidement. Si on reste dans l'œsophage, il paraît que c'est facile à trouver et qu'on ne peut pas passer à côté. Maintenant, je vous répète, je ne sais pas plus lire les lames que vous. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Après vraiment, les traitements diététiques, je ne sais pas comment tu fais, Marc, mais moi, j'ai abandonné les traitements diététiques. Hein. C'est vraiment très difficile. Donc oui, je vais complètement dans ton sens. Donc je rappelle qu'il faut faire des biopsies uniquement fixées,
que l'œsophage, c'est un tube. Donc, quand on met une biopsie sur un tube, que ça descend, il faut plaquer. Donc, c'est techniquement difficile. Techniquement, c'est pas facile. Techniquement, c'est difficile. En plus, on râpe sur la paroi, donc il faut aspirer en même temps. Ça demande vraiment un savoir-faire. Et en plus, ça saigne beaucoup parce que en 3 sites différents, faire 2 biopsies, ça veut dire 6 biopsies au total. Non seulement ça alourdit le geste, mais ça demande quand même une vraie compétence. Donc, j'entends ce que vous dites. Et effectivement, l'anatomopathologiste, il a souvent des petits lambeaux qui sont ininterprétables si jamais l'endoscopiste n'a pas l'habitude de les faire. Et d'ailleurs, je vous engage à bien spécifier, quand vous suspectez une œsophagite éosinophile, de dire à l'endoscopiste qu'il biopsie, même s'il voit des signes modestes ou pas du tout. Hein. Les premières études montraient que dans un tiers des cas, il y avait un œsophage qui était macroscopiquement normal. Mais après, c'est discuté. Quand l'œsophage est macroscopiquement normal... Mais il faut quand même les faire. Alors, ma question est, quand on n'a pas C'est lui l'orateur. Mais oui. Alors, quand c'est-à-dire on a un terrain d'atopie. On a ce terrain d'atopie qui est réclamé parce que c'est une maladie allergique a priori. Sauf que pour certains, ça peut être une maladie inflammatoire. Il y a une implication d'un autre, c'est-à-dire un autre dysfonctionnement humain. Est-ce qu'on a le droit de la traiter comme œsophagite éosinophile ? Sans avoir, c'est-à-dire si on n'a pas cette infiltration, ce diagnostic positif par l'infiltration, confirmant l'infiltration éosinophile. Donc, et on la biopsie sur un terrain d'atopie, oui, avec l'aspect macroscopique d'endoscopie, est-ce qu'on peut aborder le protocole thérapeutique sans avoir des éosinophiles dans l'histologie, même si on n'a pas de sensibilisation? Alors, moi, je ne le ferai pas parce que vous pouvez avoir n'importe quoi au niveau de l'œsophage. Ouais. Sauf si vous avez un aspect trachéalisé qui est assez caractéristique, voire des petits micro-abcès, mais normalement, vous devriez trouver, comme l'a dit Marc en faisant, c'est pas facile de faire des biopsies, il faut tordre, il faut aspirer. Si vous ne trouvez pas d'éosinophiles, pas de raison que vous fassiez un traitement qui est compliqué et souvent extrêmement long. Ouais. Moi, j'attendrai l'histologie. En tout cas, dans les recommandations, que je suis rarement, il faut attendre la confirmation par l'histologie. C'est exactement comme si vous traitiez une maladie cœliaque sans en avoir la certitude. Et donc, c'est une excellente manière de faire la transition sur le topo qui suit, avec... Non, j'ai travaillé avant de venir quand même. Hein.